Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui un acteur politique de premier plan au Burkina Faso. Il dirige le parti de l'ancien président Blaise Compaoré, le CDP, entendez, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Monsieur Edi Kombo-Hugo, qui est candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain, nous dira d'abord pourquoi il est candidat, c'est les vraies motivations de sa candidature, ce sur quoi il compte pour pouvoir gagner cette élection. Et aussi, on fera un tour d'horizon par rapport à cette actualité préélectorale. Monsieur Edi Kombo-Hugo, merci de nous accueillir. C'est moi qui vous remercie. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette élection? La plus grande sérénité. Nous sommes préparés. Le parti s'est préparé, s'est restructuré après les événements des 30 et 31 octobre 2014. Nous avons eu 2 congrès ordinaires et plusieurs congrès extraordinaires. Le dernier congrès ordinaire, on m'a reconduit comme président du CDP. Et au dernier congrès extraordinaire, le parti a cru bon de m'investir comme candidat du CDP à l'élection présidentielle. On se demande est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que nous ayons une élection qui ne souffrira d'aucune contestation, surtout qu'il y avait quelques doutes sur le fichier électoral. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Non, je pense qu'aucune organisation n'est parfaite. Nous avons eu un dialogue politique où nous avons échangé sur les conditions d'organisation de ces élections. L'opposition a été claire. Il faudrait qu'il y ait des élections transparentes, libres, inclusives, de sorte que lorsqu'on va prononcer les résultats, les vaincus aillent féliciter le vainqueur. Et nous avons échangé longuement. Nous avons relu à minima le code électoral. Nous avons demandé un audit du fichier électoral. Un comité chargé du suivi des recommandations issues du dialogue politique a été mis en place. Nous nous concertons, majorité comme opposition. Nous sommes en bonne intelligence avec la CENI et toutes les questions qui ont été posées, notamment la question de l'enrôlement, la question du fichier électoral, ont trouvé partiellement des solutions. Mais rien n'est parfait, mais c'est d'une manière consensuelle que nous avons souhaité aller aux élections le 22 novembre prochain. En tout cas, consensuel, vous l'avez dit, parce que par rapport aux doutes qu'il y avait sur le fichier électoral, l'expert de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, disait exactement ceci, citation, c'est un fichier de qualité qui a été réalisé dans des conditions peut-être très difficiles, mais qui est fiable et qui permet donc d'aller à des élections en confiance. Fin de citation. Donc, on ne peut pas dire demain que c'est le fichier électoral qui a péché et que telle personne a profité du fichier électoral. On est d'accord là-dessus? Non, il faut quand même faire une nuance. Ils reconnaissent qu'il y a près de 300 000 décédés qui se trouvent toujours sur le fichier électoral. Nous osons espérer que ce ne serait pas une voie de tricherie. 300 000 voix, c'est assez important. Et donc ça veut dire déjà que si on réduit les 300 000 voix sur les 6 millions d'électeurs, un peu moins de 6 millions d'électeurs, c'est quand même considérable. Ça peut influencer une décision. Mais nous restons vigilants sur tout cela en mettant notre organisation, en cherchant à mettre en place dans chaque bureau de vote un représentant de chaque parti, un représentant de chaque candidat. Et nous espérons que les PV seront remis, une copie du PV sera remise à chaque représentant du candidat ou du parti qui pourra faire la compilation. Nous avons également souhaité que la CENI et le Conseil constitutionnel ne se précipitent pas dans la publication des résultats, qu'ils se donnent le temps de faire les décomptes. Et surtout les décomptes manuels, parce que... Manuel, vous avez dit. Ah, oui, parce que nous avons cherché le logiciel qui devait faire la compilation, mais qui n'était pas là. Donc l'audit n'a pas concerné le logiciel de décompte. Ce qui fait qu'il peut y avoir des problèmes de confiance. Et si le logiciel n'est pas parfait, vous pouvez avoir des votes, mais le logiciel pourrait inverser les tendances. Vous doutez, vous soupçonnez une main invisible qui peut-être peut traficoter le logiciel. De sûreté. Vous savez que le Burkina a tant souffert, nous voulons une élection libre, apaisée, de sorte que après ces élections, on puisse redécoller économiquement.
Mais nous ne souhaitons pas des conflits pré- et post-électoraux. C'est pourquoi nous mettons des doutes sur ce qui n'est pas encore clarifié. Nous avons modifié le code électoral en mettant qu'il faut un décompte manuel et électronique. Décompte manuel nous permettrait de nous assurer que ce que l'ordinateur donne comme résultat est tout à fait juste, puisqu'il y a une source de vérification. Et si c'est exactement le même résultat et que chacun a compilé au niveau de son quartier général, au niveau de son siège, et qu'on se retrouve avec les mêmes résultats, il n'y a pas de raison qu'il y ait des contestations après les élections. Par contre, si le décompte manuel est largement différent des résultats électroniques, c'est certainement des sources de contestation. Il va falloir se référer au procès-verbal. Mais dans ce cas, il va falloir complètement oublier le vote électronique et se fier au décompte manuel. Non, pour aller vite également, je crois que l'erreur est humaine. L'erreur également peut venir du décompte manuel. C'est pourquoi il faut comparer les deux. Le décompte manuel, il peut y avoir des erreurs, comme le décompte électronique. Mais là où il y a les craintes, c'est qu'on utilise le logiciel pour frauder. Et nous avons zéro fraude et que les choses se fassent dans les règles de l'art. En tout cas, nous sommes au Burkina Faso, pays quand même bien touché par les attaques terroristes depuis un moment. Et dans ces conditions-là, organiser l'élection, beaucoup d'observateurs se posent des questions en se disant comment allons-nous aux élections dans des conditions où tout le territoire national n'est pas sécurisé? C'est vrai, c'est la question que l'on se pose. Je pense que c'est la première fois que le Burkina va aux élections en concédant un certain nombre de ces communes ou de ces villages qui ne participeront pas au vote au regard de ce qui a été décidé. Plus de 1600 villages et localités ne participeront pas au vote. C'est vraiment dommage. Et ça, la responsabilité revient au gouvernement actuel. Depuis les indépendances jusqu'à ce jour, nous ne l'avons jamais vu. Les élections ont toujours été organisées et toute l'étendue du territoire a toujours pu participer au vote. Et lorsqu'on prête un serment, quand on est élu, on prête serment de protéger et le territoire et les habitants. Nous sommes au regret de constater que le gouvernement Roch-Marc Christian Kaboré n'a pas réussi pendant ces 5 dernières années, ce qui fait quand même une exclusion, même si on ne l'aurait pas voulu. Mais la question se pose sur le plan juridique. Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on passe dans une situation juridiquement d'un vide juridique où il ne serait plus président, où il faut aller comme ça et peut-être laisser le restant des populations choisir et continuer d'une manière apaisée? Je pense que la majorité des partis de la majorité comme de l'opposition s'est exprimée et a souhaité que les élections se tiennent le 22 novembre. Donc les élections se tiendront le 22 novembre, mais pendant qu'on parle d'insécurité, on a vu qu'on a tenté plusieurs solutions parce que le Burkina Faso n'a pas l'apanage de cette crise et sécuritaire. Beaucoup d'autres pays, mais personne n'a vraiment réussi à régler ce problème-là. Donc on ne peut pas trop pointer le doigt sur le pouvoir en place. C'est vrai que votre ancien mentor, le président Blaise Compaoré, a fait une proposition au gouvernement pour une sortie de crise sécuritaire, proposition qui n'a pas été prise en compte. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Pourquoi vous dites qu'on ne doit pas indexer le pouvoir en place? Vous êtes un militant du MPP? Mais pas du tout. Alors, non, mais pas du tout. Aujourd'hui, laissez les Burkinabés juger. Est-ce que vous connaissez un pays qui a réglé le problème sécuritaire? Laissez les Burkinabés juger s'il faut donner la responsabilité au gouvernement. Ce que nous savons, c'est que depuis Maurice Yameiko, depuis les indépendances, jusqu'en 2015, il n'y a jamais eu des terroristes qui ont attaqué notre pays. Il y a quand même une responsabilité des gouvernants. On ne peut pas, je n'ai pas dit une culpabilité, mais une responsabilité. Il faut qu'ils s'assument. Et que quand on est chef d'État et quand on est gouvernant, il faut s'assumer pleinement. Ceci dit, je pense très sincèrement qu'il faut qu'on aille aux élections malgré tout. Il faut qu'on aille aux élections et que l'on ne tombe pas dans un vide juridique. Si on tombe dans un vide juridique et vous vous arrogez le droit de dire « moi je suis chef d'État », comment on fait? Il ne serait plus à la date de la fin de son mandat, il n'y aurait plus de président.
Donc je pense que la raison devait nous commander à aller aux élections plutôt que de dire de reporter. Et si vous reportez, il y a eu on en a longuement discuté, il y a eu beaucoup de salive et d'encre qui ont coulé. D'aucuns avaient dit, notamment des députés, qu'il était bon que l'on reporte les élections. Bon, si on reporte les élections, et quand est-ce que vous pouvez nous donner la garantie que le territoire national soit sécurisé entièrement et que la guerre s'arrête? Vous avez eu 5 ans, vous n'avez pas pu le faire. Ce n'est pas 2 ou 3 mois qui vous permettraient de le faire. Vous avez montré votre incapacité de le faire, d'amener la paix dans ce pays. Allons quand même. Et je pense que la majorité des Burkinabés comprennent. Oui, mais quand vous vous rendez responsable pour en place, ce n'est pas parce que votre ancien mentor, Blaise Compaoré, a fait une proposition qui n'a pas été prise en compte. Non, pas du tout. C'est le fait aujourd'hui. De 5 ans durant, nous avons perdu plus de 1500 civils et militaires. Nous avons perdu, il y a plus d'1 million de déplacés. Plus de 2500 écoles fermées, mettant 350 000 enfants dans les rues. C'est quand même triste. On ne peut pas être content quand on est chef d'État. On ne peut pas dire que on n'est pas responsable de une telle situation. Alors, même le Burkinabé, tout Burkinabé doit être solidaire. Et je pense que le président Compaoré a montré sa solidarité pour ce qui arrive à notre pays, en écrivant 2 lettres au président Roch-Marc Christian Kaboré pour lui demander tout simplement, pour lui dire qu'il peut apporter son appui s'il lui permet. On ne peut pas parler au nom du Burkina sans être un gouvernant, sans être les premiers décideurs, parce que ce que l'on prend comme engagement engage le pays. Et la main n'a pas été saisie, acceptée. Bon, c'est vraiment dommage. Nous continuons de vivre la situation avec beaucoup de regrets et beaucoup de tristesse. En tout cas, je sais que dans votre projet de société figure en bonne place une solution à cette crise sécuritaire. Si vous étiez élu, nous aurons le temps de revenir là-dessus, d'étudier cette solution que vous prenez. Est-ce que c'est de la démagogie? Est-ce que c'est réaliste ce que vous prenez? Entre autres choses que nous allons voir dans la suite de cette émission. Pour l'instant, nous marquons une pause. Chers téléspectateurs, ne partez pas. On vous retrouve dans quelques instants. Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui ressort aujourd'hui le président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, parti burkinabé. Et nous recevons son président, M. Eddy Komboigo. Merci d'être toujours en notre compagnie. Alors, je parlais de votre parti. Que reste-t-il de ce parti qui a connu quand même une grande crise? Je ne sais pas s'il faut dire crise de croissance ou crise de maturité, mais le parti a essuyé des crises internes ces derniers temps. À quoi tout cela est dû? C'est tout à fait normal dans la vie d'un parti. Cela arrive. Cela arrive surtout que le parti est né au moment où on était au pouvoir. C'est la première fois que nous vivons l'opposition. Et puis le parti a toujours présenté un seul candidat qui est le président Blaise Compaoré. Et il y a plusieurs cadres qui lui ont été fidèles pendant des décennies. Et donc, vous ne pouvez pas empêcher à ces personnes-là de dire un jour que si le chef n'est pas là, vive le chef. Donc de nourrir une ambition de diriger le parti ou même d'avoir des ambitions présidentielles. Donc vous comprenez parfaitement ce qui est arrivé au parti? Je comprends ce qui est arrivé. Oui, mais vous le regrettez quand même? Non, pas du tout. Ah bon? Je pense que ça a d'abord plus conforté notre parti. Ça a conforté notre parti. Et c'est regrettable que certaines personnes puissent partir, aller dans d'autres, créer des partis, mais quand vous voyez, in fine, leur objectif était de détruire le parti, ce n'était pas de construire. C'était détruire le parti ou bien... détruire le parti, puisqu'ils appellent aujourd'hui, où c'était des infiltrés qui faisaient le jeu du pouvoir en place. Nous avons vu certains partis partir et puis appeler à voter le parti au pouvoir. Comme nous avons vu d'autres partir et créer leur propre parti, ils feront leur chemin et nous leur souhaitons bonne chance. Mais après tout cela et après tous ces départs, que reste-t-il du parti aujourd'hui? Est-ce que le parti n'est pas fragilisé par ces départs? Non, il reste la substance au parti. La substance, de toute façon, on va à une élection quand même. La substance seule, ça ne suffit pas. Il reste les hommes de qualité. Il reste toutes les structures géographiques, les structures de base, du village à la commune à la province. Le CDP est resté fort. Et le CDP s'est restructuré, a fait un diagnostic
sur ce qui est arrivé, à tirer les leçons de l'histoire, de son passé, de sa gouvernance, et repart d'une manière conquérante en mettant les plus jeunes devant, parce que forcément, il faut que une génération se fasse. Le changement générationnel est amorcé, et c'est également un appel qui avait été lancé par les jeunes qui sont sortis les 30 et 31 octobre, et certains cadres du parti un peu plus âgés ont préféré rejoindre le tabernacle des sages pour soutenir le président Edi Komboigo que je suis, pour aller conquérir le pouvoir. Je pense que si la sagesse et l'expérience qu'ils ont s'associent au dynamisme que nous avons un peu plus jeunes, nous construirons un Burkina de paix, un Burkina croissance et de développement. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, le parti a dirigé ce pays pendant un certain nombre d'années et on connaît aussi les conditions dans lesquelles l'ancien président a été chassé du pouvoir. Est-ce que vous pensez que les Burkinabés aujourd'hui sont capables de faire confiance à ce parti-là encore et à son candidat? Si vous connaissez les vraies raisons pour lesquelles le président Compaoré est parti, vous vous rassurerez que les Burkinabés vont ramener le CDP au pouvoir. Et pourquoi? Puisque en réalité, nous sommes partis d'une modification d'un article d'une constitution qu'un certain nombre de Burkinabés n'en voulaient pas. Maintenant, à travers cette manifestation, des politiciens mal inspirés en ont instrumentalisé pour en faire tomber le régime. C'est vrai que nous sommes partis par les rues, mais nous reviendrons par la petite porte. Nous sommes partis par la rue, mais nous reviendrons par les urnes. Mais est-ce que vous avez tiré les enseignements de cet entêtement, si vous pouvez l'appeler ainsi? Parce qu'au premier abord, le président de l'époque aurait pu faire économie de cette révision de la Constitution, surtout qu'il a déjà dirigé le pays pendant un certain nombre d'années. De quel entêtement parlez-vous? Non, le fait de vouloir modifier la Constitution à l'époque. La question que l'on se pose aujourd'hui, oui. Est-ce que la modification de l'article 37 était légale? Oui. Est-ce que c'était légitime? Ça, c'est un autre débat. Mais pourquoi n'arrive-t-on pas à juger aujourd'hui cette manifestation, les conséquences de cette manifestation? Les ministres ont été inculpés. La Haute Cour de justice les a entendus. Pendant 5 ans, ils n'ont pas pu les juger parce qu'en réalité, le dossier est vide. Il n'y a absolument pas légalement de raison pour condamner le gouvernement qui est tombé. Sauf qu'à un moment donné, c'est vrai, et je pense que c'est une sage décision, une courageuse décision que le président Compaoré a prise, de partir et de ne pas tirer sur les populations. Nous regrettons certainement qu'il y ait eu des pertes en vie humaine, qu'il y ait des blessés. Je m'incline sur la mémoire des victimes de cette insurrection. Et je suis solidaire à l'ensemble des Burkinabés qui ont été blessés. Mais il faut que la vie continue. Et pour que la vie continue, il faut que nous avons préconisé une réconciliation, que l'on se parle, on se regarde dans les yeux. Parce que ce que nous avons connu est inférieur à ce que, pas significatif par rapport à ce que d'autres pays ont connu, comme le Rwanda. Mais ils ont eu le courage, ils ont transcendé, ils se sont pardonnés, ils ont redonné une vie à leur nation, qui devient un exemple en Afrique. Alors, je sais que les Burkinabés ont cette force-là. Et c'est pourquoi nous avons toujours demandé dans nos discours et dans notre communication de pardonner. Pardonner et de s'unir, parce que nous souhaitons cette réconciliation nationale pour asseoir la cohésion sociale et la cohésion nationale. On parle de Blaise Compaoré et on a vu le message qu'il a porté aux militants pour soutenir votre candidature. Est-ce que c'est vraiment du renfort pour votre parti ou bien certaines personnes peuvent mal l'interpréter et se dire si Edi Komboigo est élu, c'est un peu comme c'est Blaise Compaoré qui est toujours à faire? Non, pourquoi? Mais Blaise Compaoré est toujours burkinabé. Et s'il était au Burkina Faso, il aurait voté. Vous voyez-vous, c'est son parti, le CDP. Il n'a pas changé de parti. Les militants ont voulu savoir quel est son avis, qu'est-ce qu'il pense. Il apporte son soutien au président du parti, il apporte son soutien à Edi Komboigo parce qu'il pense que Edi Komboigo est à la hauteur de la tâche. Et il sait qu'avec le dynamisme que nous nourrissons, l'effort que nous faisons,
c'est pour le bien-être des Burkinabés. Il a eu plusieurs candidats, il aurait pu choisir un autre, il a plusieurs cadres qui sont candidats, il aurait pu choisir un autre, mais c'est librement et sans contrainte qu'il a choisi de soutenir ma candidature. Vous d'ailleurs qui, par l'État, vous avez tant controversé, non, est-ce qu'il te soutient réellement? Mais maintenant, comme disent les Djoula, Koumabana, ça veut dire que le débat est terminé. Blaise Compaoré a fait son choix, il soutient Edi Komboïgo, un point trait, et puis on avance. Il est un constat lors de vos meetings que vous faites beaucoup d'attaques du régime sortant et de son candidat Roch Christian Kaboré. Est-ce que c'est une bonne stratégie? J'ai fait des attaques. J'ai bien entendu. Attaqué Roch. Et vous allez même jusqu'à le défier à travers un débat contradictoire. Non, il y a deux questions. Aujourd'hui, le Burkina veut la paix. Le président Roch Christian Kaboré prône la lutte armée. Nous avons dit oui, la lutte armée, certes, mais il faut associer à cette lutte armée une autre intelligence, la diplomatie et le renseignement. Il faut également faire en sorte que ceux que l'on enrôle, les bandits enrôlent dans leurs troupes pour combattre les populations burkinabées, ne puissent pas l'être en faisant des investissements massifs. C'est pourquoi nous avons dit que nous ne pouvons pas être d'accord avec le président Roch Christian Kaboré qui dit qu'il faut continuer la guerre. 5 ans, c'est trop pour notre économie. 5 ans, c'est trop pour notre armée. Est-ce qu'il a demandé aux militaires si ça leur fait plaisir de continuer de mener une lutte armée en étant sous-équipés? Quand on a des armes, le Burkina n'est pas un pays producteur d'armes. Le Burkina est obligé de consacrer plus du tiers de son budget aux forces de défense et de sécurité. C'est-à-dire le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité. Ça pèse. Ce budget aurait pu être utilisé à d'autres fins, pour des investissements structurants, pour des investissements sociaux, pour des investissements au profit des populations. Et c'est pourquoi nous sommes pressés, et le peuple burkinabé est pressé, que la paix revienne. Quand on la perd, on en souffre. Mais lorsque, vous voyez, quand vous faites une analyse, vous dites que je critique trop, non, j'attaque. Je n'ai pas une attaque, c'est un fait que nous constatons. C'est une position qu'il a, c'est une position que nous avons également, de dire qu'il faut associer à la lutte armée la diplomatie. Vous voyez, nulle part dans le monde, nous avons vu le terrorisme vaincu par l'arme seulement. Il faut également la diplomatie. Il dit qu'il n'y a pas eu de prise d'otages, donc il ne va pas négocier. On va attendre qu'il y ait des prises d'otages, mais est-ce qu'entre des otages et des gens qui perdent la vie, qu'est-ce qui est pire? C'est certainement ceux qui perdent la vie. En tout cas, sur le terrain, lors de vos meetings, on constate que vous mettez beaucoup en avant la réconciliation, le pardon mutuel. Vous dites même, citation, asseoir une gouvernance basée sur le pardon mutuel, l'acceptation de chacun et de tous à travers un dialogue fécond. Fin de citation. Ça, c'est l'un de vos propos sur le terrain. Et vous dites même que dès les premiers jours de votre élection, vous allez initier un forum de réconciliation. On a l'impression que vous reprochez quelque chose, pas vous, Edi Komboïgo, mais que les Burkinabés se reprochent quelque chose et par conséquent, il va falloir aller à la table de réconciliation. Qu'est-ce qui motive vraiment cette ambition d'aller vers la réconciliation? Parce qu'on n'a pas l'impression que le peuple se retrouve dos à dos. Hein. Et pourtant, aujourd'hui, le monde politique se regarde en chien de faïence. Et c'est vraiment dommage. Ce que le peuple burkinabé demande, la paix, la réconciliation, une vie parfaite, de vivre ensemble. C'est ce qui est important. Vous ne pouvez pas développer un pays tant qu'il n'y a pas la paix. Vous ne pouvez pas développer un pays tant que les habitants se regardent en chien de faïence et s'attaquent mutuellement. Moi, j'aurais vu peut-être mon aîné, Roch Christian Kaboré, prendre l'initiative rapidement d'aller à la réconciliation, mais pas attendre que son cadet lui montre le chemin. Je ne sais pas, il a été plus fidèle à Blaise Compaoré que moi qui était dans le secteur privé. Et peut-être qu'il y a eu des agressions psychologiques, mais je voudrais aider à apaiser ces douleurs que chacun a. Et que nous regardions, nous sachions que l'intérêt supérieur de notre pays prime sur l'orgueil de tout un chacun. Si nous avons compris cela, il n'y a pas de raison que
que l'on n'aille pas à cette réconciliation. Il faut dédommager tous ceux qui ont été victimes de gouvernances successives depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Il faut leur demander pardon. Et le CDP a déjà demandé pardon, et continue de demander pardon, bien que je n'ai pas été dans cette gouvernance, bien que je... Pourquoi vous sentez le besoin de nuancer? Non, je le dis parce que je n'ai pas été dans la gouvernance, mais j'assume l'actif et le passif du CDP en tant que président du CDP. Mais il convient de le dire, parce que si il y a des gens à qui il faut reprocher la gouvernance d'antan, la gouvernance qui a eu des fautes qui ont été commises, c'est avec la présence également des tenants du pouvoir actuel. Ils sont plus comptables de la gestion de Blaise Compaoré que Eddy Komboigo. C'est pourquoi il n'y a pas personne d'autre, mieux que moi, qui puisse leur dire, vous étiez des amis hier, vous avez gouverné ensemble, vous avez commis des erreurs. La dernière erreur, il y en a qui se sont retirés et qui en ont profité de la situation. Disons-nous, voici les erreurs, tirons les leçons de ces erreurs et construisons le Burkina. Oui. Les pauvres populations dans les campagnes qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à boire, le déficit en eau potable, le déficit alimentaire. Et comment vous allez résoudre cela si vous n'arrivez pas à vous entendre au niveau, vous qui vous dites intellectuel, vous qui vous dites gouvernant de ce pays? C'est pourquoi il est plus qu'urgent que les Burkinabés se pardonnent mutuellement et par une réconciliation. Alors, M. Komboigo, nous allons marquer une seconde pause, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas, restez avec nous. On revient dans quelques instants. Nous revenons pour la toute dernière partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le candidat du CDP, Eddy Komboigo. Nous sommes au Burkina Faso dans le cadre de l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. Monsieur Eddy Komboigo, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Pour les questions sécuritaires, vous semblez avoir quand même une solution toute faite parce que vous avez tenu des propos qui interpellent plus d'un quand vous dites, citation, dans les semaines qui suivent notre élection, vous n'allez plus entendre un coup de fusil dans nos frontières parce que nous allons courageusement négocier avec les différentes forces du mal. Fin de citation. Nous allons négocier avec ceux qui nous attaquent. D'abord, nous allons chercher à savoir qui nous attaque. Vous verrez que avec la gouvernance actuelle, 5 ans durant, on ne nous dit pas qui nous attaque. Le peuple burkinabé se pose des questions. Pourquoi on est agressé et qui nous attaque? Vous pensez que c'est important? Le gouvernement, c'est important. Si vous êtes agressé, M. Babilas, pendant 5 ans, vous allez quand même chercher la logique. Je ne parle pas de l'intelligence. La logique qui vous gouverne vous amènera à savoir pourquoi, qui vous attaque. Et la deuxième question est pourquoi il vous attaque. Si nous arrivons à donner une réponse à ces deux questions, je pense que le reste, intelligemment, nous pourrions aller autour de la même table pour essayer d'échanger. C'est pourquoi je dis que dès mon élection, les semaines qui suivent, nous chercherons à savoir cela. Aujourd'hui, on continue d'appeler ceux qui nous agressent des Hani, c'est-à-dire des hommes armés non identifiés. C'est quand même bizarre. Vous envoyez des militaires combattre avec des personnes non identifiées. Cela peut glisser à ce qu'on appelle la stigmatisation que nous connaissons aujourd'hui, une guerre de facettes, en se disant, on a vu une vidéo où un des agresseurs parle une certaine langue, une langue peul, on dit, ah ben tiens, c'est l'ensemble, ce sont les peuls qui sont les terroristes, et on a une réaction des facettes, on peut aller tuer des innocents. Et c'est arrivé. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Yirgou et ailleurs, jusqu'à présent, on ne peut pas juger. Oui, mais il ne faudrait pas amener les peuples à s'opposer. Vous savez, nous avons choisi, pas seulement le Burkina, c'est l'Afrique, de construire des nations pluriethniques. Une nation, c'est une langue, donc une ethnie. Donc, nous avons dit que nous gardons nos ethnies. Nous en avons plus de 60 au Burkina. Mais que c'est une valeur. Mettons en valeur, donc, ce que nous avons comme potentiel culturel que de s'opposer en se disant, moi j'ai la chance d'avoir eu mes enfants dont dans les veines coule le sang Peul, coule le sang Dagara, coule le sang Mossi,
coule le sang bobo. Et c'est ce que nous souhaitons construire. C'est un exemple de Burkina. Autant le diagnostic retient l'attention de tout le monde, mais la réponse que vous apportez en disant que dès les premières semaines de votre accession au pouvoir, tout cela va cesser, ce n'est pas un peu démagogique, la question est très complexe quand même. Pourquoi? Si vous dites, vous allez vers ces personnes-là, vous allez vers elles, vous avez la diplomatie internationale. Dites-moi comment est-on arrivé à libérer Cissé? Soumaïla Cissé, l'homme politique malien. Si le Mali n'était pas allé vers eux, mais au Mali, on disait que c'est des hommes armés non identifiés. Il faut donc chercher à les connaître et à installer ce qu'on appelle une diplomatie, un dialogue. Il faut courageusement le faire. Le Burkina a payé un lourd tribut. Un lourd tribut social, économique, financier. Et il faut que ça s'arrête. Et c'est pourquoi je prends l'engagement d'aller vers ces agresseurs et de comprendre les raisons de du fait qu'ils agressent le Burkina Faso et de faire des compromis sans compromission pour le pays, pour que la guerre s'arrête. Mais quand vous attaquez avec autant d'énergie ce secteur-là de sécurité, est-ce que vous pensez disposer encore d'énergie pour vous attaquer aux autres secteurs, éducation, santé, infrastructure? Est-ce que vous avez encore de l'énergie? Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de lire mon programme qui est là depuis 6 mois. Bien entendu. Et si vous l'avez lu, vous comprendrez que nous touchons tous les secteurs. Nous avons d'abord dit le capital humain, parce que nous avons rendu compte que l'éducation que nous avons eue, l'enseignement que nous avons certainement recherché des objectifs quantitatifs depuis les années 80 pour instruire nos populations. On les a instruits, mais on ne les a pas éduqués. On les a instruits, on ne leur a pas donné les techniques nécessaires pour survivre, c'est-à-dire des formations scientifiques, techniques, professionnalisantes. Nous avons notre école à 99% formée d'écoles généralistes. Il faut reformer cela pour donner la force au capital humain, pour que nos enfants ou nos jeunes soient reformés. Et puis, s'ils ne sont pas employés, puissent créer leur propre emploi. Nous avons mis l'accent également sur la relance économique. Vous savez que nous avons un grand potentiel minier. On chasse partout les orpailleurs, 17 mines en fonction, aucune mine n'a à capitaux nationaux. C'est bien, nous ne sommes pas contre les unités industrielles internationales, tout au contraire, nous souhaitons que le savoir puisse être partagé avec les nationaux pour qu'eux aussi puissent en créer d'autres mines. Nous en avons suffisamment. Je ne crois pas qu'ils aient exploité plus de 1% du potentiel minier de Burkina. Je veux continuer, puisque vous m'avez posé la question pour savoir quel est le programme. Nous avons dit que nous allons organiser les orpailleurs en groupe de 10, 20, 30 pour semi-mécaniser leurs outils de production et à les amener dans la semi-industrie, en se disant qu'à moyen terme, ils en arriveront aux industriels. Et cela va créer certainement des richesses pour notre pays, et va distribuer des revenus aux exploitants et à tous ceux qui travaillent dans ce secteur. Nous avons dit également que nous allons soutenir le secteur agricole, que toute la richesse scientifique permettant d'augmenter la production et la productivité de l'agriculture va être développée. Nous avons également dit que l'élevage sera soutenu sur le plan économique. Vous savez, quand vous regardez les moutons qui sont élevés dans le Sahel, ils sont plus charnus que les moutons qui sont élevés à l'ouest du Burkina, qui reçoivent plus de pluie. Oui. Mais le mouton mange quoi? Des herbes. Posons-nous la question de savoir pourquoi les moutons qui sont à l'ouest sont plus petits que ceux qui sont dans le Sahel. Il faut savoir que ces moutons ont été génétiquement modifiés. Et nous avons la recherche nécessaire permettant de modifier ces génétiques sans qu'il y ait de conséquences dans la santé. Et donc, atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous avons des femmes qui s'investissent dans la maraîchiculture. Nous n'avons aucun moyen de stockage de cette maraîchiculture. Et nous n'avons aucune unité de transformation de cette maraîchiculture. Donc, ça veut dire que nous créons la matière première et la valeur ajoutée est pour aller
et pour d'autres pays qui les importent. En tout cas, toute personne qui veut savoir vraiment ce qui est le contenu de votre projet de société, je termine, je vous en prie, nous avons dit, on n'a plus beaucoup de temps. Bien sûr, qu'en infrastructure, nous allons désenclaver toutes les provinces qui restent, les quelques provinces qui n'ont plus de bitume. Nous allons désenclaver, mais nous allons relancer l'autoroute Ouagadougou frontière Côte d'Ivoire. C'est un gros investissement. Nous allons regarder l'investissement ferroviaire. Nous ferons en sorte que, en discutant avec notre partenaire historique, pour voir la nécessité, ou plutôt l'opportunité d'aller jusqu'à 1,43, qui est la norme, l'écart des rails, au lieu de 90 cm, pour pouvoir l'amener jusqu'à la frontière Niger, en passant par Tamboro. Tamboro est un gîte, complètement le pays. Un gîte de manganèse pouvant rapporter 1 milliard de recettes, 1 milliard de dollars de recettes nettes, c'est-à-dire plus de 500 milliards de recettes pour notre pays. Cela pourrait propulser notre économie. En tout cas, il est assez alléchant votre projet de société. On n'aura pas le temps de tout décliner dans cette émission. De relancer Doncé, l'aéroport de Doncé, de le terminer. Mais voilà un peu, voyez-vous, nous en proposons. Le programme est très riche. Et je pense que si les Burkinabés sont unis, si les Burkinabés se mettent ensemble, en se pardonnant mutuellement, en unissant leurs forces, nous pouvons transformer le Burkina profondément. Monsieur Dicko Mbouygo, à partir de cet instant, cette émission vous appartient. Regardez cette caméra et adressez le message de votre choix à ceux qui nous écoutent, à ces Burkinabés qui iront voter le 22 novembre. Et dites-leur pourquoi ils devraient voter pour vous et non pas pour les 12 autres candidats en liste. Eh bien, c'est simple. Voter le CDP, voter Dicko Mbouygo, pour voter pour ceux qui veulent la paix au Burkina Faso. Voter Dicko Mbouygo pour ceux qui veulent la réconciliation nationale. Voter Dicko Mbouygo pour ceux qui veulent la cohésion sociale et l'unité nationale. Voter Dicko Mbouygo pour ceux qui veulent la relance intelligente de notre économie en associant les jeunes au cœur du développement et en associant également les femmes. Voter Dicko Mbouygo parce que nous allons s'aimer l'espoir et des lendemains meilleurs. Merci beaucoup, Dicko Mbouygo. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président de CDP et candidat à l'élection présidentielle. C'était un plaisir de passer ces instants en votre compagnie. On continuera de suivre sur le terrain. On rendra compte à nos téléspectateurs. Et au soir du 22 novembre, on verra pour qui les Burkinabés auraient opéré leur choix. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.